J'ai continué à analyser ce rituel donc comme une série de transformations relationnelles entre les garçons et leur mère dans un premier temps, les garçons et leur sœur dans un deuxième temps, puisque donc la sœur, pendant les premiers stades collectifs des initiations, donc qui durent un mois à peu près, le temps que on leur perce la cloison nasale au début, et puis on les emmène en forêt, et là, le temps que la cloison nasale cicatrise, il faut à peu près 3 semaines, un mois. Pendant ce temps-là, ils sont reclus. On leur fait passer des épreuves de divers types. Je suis pas censée, je suis pas allée en forêt, donc je suis quasi pas censée savoir ça, mais, euh, mais voilà, j'ai lu et j'en ai parlé avec Pierre, évidemment. Euh, et, et donc des épreuves de toutes sortes, on les fait grimper à des arbres, passer sur des troncs horizontaux glissants, on, on les empêche de dormir, on leur fait peur, enfin bon, toute une série. Et puis ils sont dans un tout petit abri très. Ils vivent en promiscuité, ils vont chasser ensemble du petit gibier, donc ce petit gibier qui ramène à leur mère à la fin des initiations, de ce premier, deuxième stade qui sont souvent, nous on l'a vu, ça peut être séparé par un an à peu près, quelques mois ou un an maximum entre le premier et le deuxième. Le premier, ça s'appelle il est nommé d'après le geste principal qui est l'action principale qui est la perforation du septum. Et le deuxième, c'est onction de Pandanus rouge. Donc, ils passent à travers le corridor, ils renaissent à travers ce corridor de branchage. Euh, donc, quand c'est fait d'un coup, ça dure à peu près un mois. Sinon, c'est un mois pour le premier et quelques jours pour le second. Donc, les sœurs, euh, pendant, euh, pendant les stades collectifs des initiations, sont sollicitées. Elles ne sont pas recluses comme les mères, mais elles doivent. Elles s'occupent de toute la logistique, je dirais. Donc, elles vont dans les jardins chercher la nourriture pour les mères et leurs frères d'ailleurs, qu'elles déposent sur une plateforme et que les hommes viennent chercher, qui cuisent eux-mêmes. Et elles respectent principalement un interdit sur le jus de pandanus rouge et sur le bétel. Et elles sont la dernière à lever ce rituel, cet interdit. Les mères le lèvent d'abord et elles sont les dernières, en même temps que leurs frères. Ensuite, voilà, il ne se passe rien. Elles sont de nouveau sollicitées, je vous le disais tout à l'heure, elles sont de nouveau sollicitées au moment de la naissance du premier enfant de leur frère. Donc où elles doivent porter cette cape d'écorce et là aussi respecter comme lui toujours les mêmes interdits, donc sur le jus de pandanus rouge et le bétel. Donc elles sont elles ont des comportements parallèles à ceux de leur frère qui va être bientôt père pour la première fois. Et, et voilà, et je crois que la participation, enfin j'ai analysé la participation de la sœur comme la nécessité de transformer également ce lien
à la sœur pour qu'il soit à même de devenir père et surtout de devenir oncle maternel. Et c'est probablement pour cette raison que la sœur est là. Parce que l'oncle maternel chez les Handkavés est quelqu'un de très important qui a la capacité d'agir pour un autre. Alors, soit positivement, le plus souvent, donc tout au long de l'enfance de ses neveux et nièces, il intervient. C'est lui qui porte son neveu pendant les initiations, quand il passe dans le corridor de branchage. C'est lui. Alors, il intervient sur sa nièce aussi. Il frotte les seins qui à la puberté de sa nièce pour qu'il grandisse plus vite avec de la terre. Il a une action un pouvoir de fertilité et de vie sur sa nièce. Et ce pouvoir d'agir pour autrui, il l'acquiert à l'issue de ce cycle rituel. Donc ils ne font pas seulement un père, un homme adulte, etc., mais ils font aussi, c'est une hypothèse, un oncle maternel capable d'agir pour un autre. Et cette capacité d'agir pour un autre, elle est spontanément, d'une certaine façon, chez les femmes, et elle doit être acquise à l'issue de ce cycle rituel pour les hommes. Et ce pouvoir de vie peut se transformer en un pouvoir de jeteur de sorts, malédiction, maladie, voire mort. Alors quand il n'est pas content sur les biens qu'il doit recevoir tout au long de l'enfance de ses neveux et nièces, il peut penser qu'il n'en a pas assez reçu, et à ce moment-là, il peut se venger sur ses ses neveux et ses nièces. Alors, c'est toujours réversible, mais c'est vrai que les actions des maternelles sont très, très craintes par les parents d'un garçon ou d'une fille. Surtout d'une fille. Il peut la rendre infertile, et il peut agir sur ses enfants, à elle aussi, etc. Donc les maternelles ont des pouvoirs quasi exorbitants sur leurs neveux et nièces. Voilà, donc j'ai analysé ce cycle rituel comme une série ordonnée de transformations relationnelles, avec la mise au jour d'un mode opératoire fixe, répété à chaque stade, donc avec mise en scène de la relation antérieure, donc répétition, réitération, répétition, mise en scène de cette relation. Donc dans le premier stade, la relation symbiotique, et ensuite mise en scène de la façon dont cette relation a été transformée. Voilà. Et alors ça m'a amené à... J'ai ensuite essayé de me dire, mais alors peut-être que ce mode opératoire existe aussi dans les autres cycles de la vie, qui sont mon principal champ de recherche. Et à ce moment-là, j'avais lu les travaux de Sandra Révolon sur les îles Salomon, une petite île du sud des îles Salomon. Elle avait publié sur les rites mortuaires des îles Salomon, où il y a le rite mortuaire proprement dit, et puis funéraire proprement dit, et puis un an après le décès à peu près, un rite de clôture de deuil, on va dire. Et là aussi, on avait
lors de ce rite de clôture de deuil, euh, une mise en scène, on en a pas mal discuté, on a organisé un atelier au Credo ensemble, en 2014 je crois. Il y avait là aussi euh, mise en scène enfin, les éléments qui étaient déjà là lors de la première étape du rite funéraire étaient là. Donc il y avait les morts, enfin les morts, il y avait les bols euh, qui symbolisaient les morts, et il y avait ça, et il y avait les cochons, si je me souviens bien, qui étaient déjà là lors du rituel mortuaire dans sa première étape. Donc on a rassemblé des collègues et moi j'ai continué ça toute seule à la European Society for Oceanists à Bruxelles, je sais plus, en 2015. Et, et là, il y a eu beaucoup d'australianistes qui ont utilisé cette idée qui ont repris cette idée de mode opératoire par réitération de la relation. Pour transformer une relation, il faut d'abord la, la montrer dans son état intérieur pour pouvoir la transformer. Ce qui nécessite la présence des gens qui étaient concernés avant. Et donc on a publié ça avec James Leach et Borut Telban dans Anthropological Forum en 2017. Un numéro spécial d'Anthropological Forum. Et voilà, et mon idée pour le futur dans ce domaine-là, c'est d'essayer de voir si on peut, à partir des Australiens, je pense, sur les initiations australiennes, parce qu'il y a quand même beaucoup de données ethnographiques anciennes sur les initiations australiennes, si on peut voir le rôle des femmes et essayer de voir s'il y a un mode opératoire propre. Si on peut analyser ça en termes de transformation relationnelle et avec un mode opératoire qui serait fixe également. Donc c'est un peu mon projet dans les années futures. Une fois que j'aurai terminé ce qui m'occupe aujourd'hui, qui est la rédaction d'un livre sur un réalisateur qui s'appelle Chris Owen, qui s'appelait Chris Owen, puisque malheureusement il est mort en mars 2018, avec lequel que j'ai interviewé à 3 reprises sur une assez longue durée, en 2013, 2014, 2017. Je suis allée à Canberra, parce il a vécu près de 40 ans en Nouvelle-Guinée. Il est arrivé avant l'indépendance au Tourist Board, embauché comme photographe. Et puis ensuite, il a été embauché dans quasiment toutes les structures, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu plusieurs successifs, disons, instituts filmiques du pays. Et donc, il a participé. Alors, il a réalisé plusieurs grands films, Bridewells for a Goddess, où d'ailleurs Andrew Strasser apparaît. Il a The Red Bowman, là où Alfred Gell a travaillé, sur un rituel de fertilité. Il a fait un film sur un centre de revitalisation culturelle chez les Gogodala, dans le nord du pays. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Plus tard, il a fait des films sur, par exemple, la construction du barrage, du grand barrage à Yankee Dam, dans la Ramu River, sur la Ramu River. Moi, j'aime beaucoup ce film parce qu'il montre les relations entre les ingénieurs, les Papous, les Coréens qui viennent travailler. C'était très,
très intéressant. Donc sur des aspects aussi, il a documenté des rituels qui n'existent plus aujourd'hui. Et en cela, c'est vraiment très précieux pour les anthropologues. Mais il a aussi montré la vie d'aujourd'hui. Et, je ne sais pas comment c'est venu, je crois que c'était une impulsion en fait. Il nous hébergeait dans les dernières années en Nouvelle-Guinée, à Goroka, où le National Film Institute avait été installé à Goroka. Avant, il vivait à Port Moresby. Et, un jour, je lui ai dit, écoute, t'as pas envie de raconter ta vie? Et puis, comme c'était quelqu'un d'assez bourru, qu'est-ce que j'aurais à dire, etc. Et puis, j'ai laissé filer, et puis mais c'était sur une impulsion, j'avais pas beaucoup réfléchi à comment ça pourrait s'organiser, tout ça. Et puis un jour, je lui en ai reparlé, il a dit, oh ben pourquoi pas. Et puis quand il s'est retiré de la Nouvelle-Guinée, il est obligé de rentrer en Nouvelle-Guinée, de rentrer en Australie. Il est franco-australien. Il était obligé de rentrer en Australie pour raison de santé. Je me suis dit, je vais venir. Et donc je l'ai interviewé longuement. Et donc j'ai retranscrit toutes les interviews, ce qui prend pas mal de temps. Mais mon idée, c'est en fait de le laisser parler. Donc c'est un livre qui est construit à partir de ses paroles. Et il y a juste une introduction de ma part et puis parfois des mises en contexte quand c'est nécessaire sur ce dont il parle, les institutions qu'il évoque, etc. Donc voilà, donc c'est complètement autre chose. C'est un peu une pause, longue pause, mais dans ce que je fais sur les rituels, qui est le principal sujet de mes recherches quand même. Et j'ai aussi récupéré parce que quand il était malade, là, qu'il sentait qu'il était sur la fin de sa vie, on se téléphonait beaucoup et il me disait, écoute, voilà, maintenant je suis à l'hôpital, donc ma maison a été débarrassée. Enfin, il occupait un petit appartement, il louait un petit appartement. Mon appartement a été vidé, donc c'est Andrew Pike, son producteur, qui avait recueilli les archives photos. Donc il y avait des négatifs, des diapos et des tirages. Il m'a dit, j'aimerais quand même pas que ce soit dispersé ou voilà. Je lui ai dit, écoute, au Credo, on a une plateforme de numérisation et un personnel pour ça. Et si tu veux, on met ça au point avec Andrew Pike, il m'envoie les photos, on les numérise en haute définition et on les met sur cette plateforme. Et moi, je les annote. Enfin, voilà, je rentre les métadonnées sur où ça a été pris, les dates, quand on peut, qui est sur la photo, etc. Et donc, il était enchanté par ce... Et puis le lendemain, on discute de ça, ou une semaine après, il est mort. Et donc, on a fait ça. Donc, les photos sont toutes scannées. Et grâce à ces... Parce que lors de notre dernière visite chez les Ankavés, on est passé par Canberra et on nous avait attendu pour faire une cérémonie d'hommage avec ses amis proches et puis sa famille qui n'était pas très nombreuse. Et on a fait une cérémonie d'hommage. Et là, j'ai rencontré donc des collègues à lui de l'époque, de Nouvelle-Guinée, qui vivaient en Australie et qui m'ont dit, mais si tu veux, on t'aidera. Parce que c'est vrai que les photos, je ne savais pas encore ce qu'elles allaient contenir, mais moi, je n'ai pas vécu ces années-là, donc des choses que je pouvais deviner, parce que je connaissais les films, et que c'est des photos qui ont été prises sur les lieux de films, mais je ne pouvais pas tellement dire, je pouvais pas dire beaucoup. Et là, j'ai Les McLaren et Annie Steven qui ont été son monteur sur de nombreux de ces films, qui ont vécu aussi, je sais pas, 5 ou 6 ans en Nouvelle-Guinée, dans les années 70-80. Et ils sont passés fin septembre de cette année. Et donc, on a passé 4 jours à
à identifier les photos. C'était formidable. On aurait eu besoin de plus de temps, mais ils ont été vraiment, ils m'ont donné plein d'informations. Donc je vais pouvoir faire ce travail aussi d'archives quoi, qui peuvent servir pour les générations futures qui seraient intéressées par ces documents qui montrent bien la vie. À la fois il y a des photos évidemment sur les lieux de tournage, mais il y a aussi des photos sur la vie à Port-Moresby à ce moment-là. Et il y avait un élan. Ce qui m'intéressait aussi à travers lui, c'est le faire parler de ses films et de sa vie en Nouvelle-Guinée, mais aussi lui faire parler du pays. Parce que quand on vit 40 ans dans un pays, avant l'indépendance jusqu'à 2010, il connaissait très bien les gens, il adorait les Papous, donc il pouvait être critique sur certains aspects, mais donc il m'a parlé de la vie là-bas, des changements dans les rapports hommes-femmes, enfin de tout ce qu'il a pu côtoyer là-bas. Et puis il avait une approche très anthropologique, c'est-à-dire qu'il n'allait jamais sur un terrain avec sa caméra. Donc il y allait pour expliquer ce qu'il voulait faire, en disant est-ce que vous voulez bien de moi, j'aimerais faire ça, ça. Et puis il restait 15 jours et ensuite il allait seulement avec sa caméra. Il restait le temps qu'il fallait, il restituait. Dans la majorité des cas, il a restitué, il revenait avec ses films pour montrer aux gens. Dans un cas, il avait fait un film aussi sur la Nouvelle-Bretagne, Malangan, sur un rite funéraire de Nouvelle-Bretagne, de Nouvelle-Irlande, pardon. Et donc là, il avait fait venir les 3 frères qui étaient concernés par le rituel, qui avaient organisé le rituel, pour qu'ils montent avec lui le film. Il avait vraiment une démarche très très anthropologique, donc je trouve que c'était bien de. J'ai trouvé à un moment donné que c'était bien de. Qui est pas seulement ses films, mais peut-être un livre sur lui avec ses paroles. Donc je me suis lancée dans ce projet. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais en ce moment, à vrai dire. Voilà, ouais.